Nous avons dans nos têtes tous deux moteurs principaux qui nous poussent à l'action. D'un côté, des mécanismes inconscients, automatiques, et notamment la peur. De l'autre côté, au contraire, des mécanismes beaucoup plus conscients. Alors, les mécanismes inconscients, on les voit au quotidien, simplement le fait d'aller tous les jours au travail, se faire à manger, regarder les informations le soir, faire le même loisir un peu chaque week-end, s'occuper des activités des enfants. Voilà, j'ai envie de dire, c'est le train-train quotidien, c'est la routine du quotidien. Et c'est normal parce que le cerveau est hyper programmé pour faire de l'automatisme. Et heureusement d'ailleurs, parce que regardez, à chaque fois qu'on est en train de respirer, heureusement qu'on n'a pas besoin de réfléchir à comment respirer. Quel volume inspirer d'air, quel volume expirer, enfin ce serait un peu compliqué, ce serait une charge mentale importante si on devait faire ça. Et pareil, lorsque l'on parle, on n'est pas en train de réfléchir à chaque mot qu'on va utiliser. Lorsqu'on écrit, on n'est pas en train de réfléchir à comment, quelle force je vais donner à mes doigts pour écrire, pour faire la forme de chacune des lettres. Quand on va manger, c'est pareil, on n'est pas en train de réfléchir exactement à la quantité qu'on va prendre de nourriture dans la fourchette, avec quelle force, avec quelle inclinaison je vais amener la fourchette à ma bouche. Tout ça se fait de façon automatique et ça nous allège énormément le cerveau. Pareil, quand on est en train de conduire, heureusement qu'on n'est pas en train de réfléchir en même temps à ce qu'on voit devant, la vitesse qu'on doit passer, le volant, écouter la musique, discuter à l'autre personne. Enfin, ce serait très, très lourd psychologiquement si on devait se charger de tout ça. Heureusement que ça se fait de façon automatique. Donc ça a un bon côté, ça nous permet une certaine légèreté d'esprit, mais par contre ça peut avoir de gros inconvénients, notamment lorsque ces automatismes ne sont pas bons pour nous, ne sont pas utiles, ne sont pas choisis. Des exemples très faciles, la cigarette, combien de personnes savent très consciemment que ce n'est pas bon pour eux, voudraient consciemment arrêter, et pourtant c'est automatique, c'est plus fort qu'eux, ils vont continuer à fumer. Et il y a plein de situations comme ça. Nos traits de caractère, si on manque d'estime, si on manque de confiance, si on est colérique, si on est coupé de ses émotions, eh ben, c'est pareil, c'est pas forcément très bon pour nous, c'est pas forcément choisi, mais de façon automatique, on va continuer à agir de la même façon. Le fait, par exemple, de répéter les schémas de nos parents. Si on a des parents, par exemple, s'ils avaient un couple qui était dans le conflit, eh ben nous, on peut tout à fait, plus tard, répéter le même schéma, c'est-à-dire avoir un couple également qui sera un petit peu dans le conflit. Ça peut être également le fait de chercher de l'apaisement dans la nourriture. C'est pareil, c'est un automatisme qui s'est installé, c'est pas forcément bon pour nous, c'est pas forcément choisi, mais une fois qu'il est là, il a tendance à se maintenir. Et alors parmi tous ces automatismes, il y en a un qui est particulièrement ancré et particulièrement puissant, c'est la peur, et de façon générale, on va dire toutes les peurs. Alors, les peurs, c'est très normal d'en avoir dans nos vies, heureusement qu'on en a, elles nous protègent, elles nous préviennent des dangers. Et j'ai envie de dire, historiquement, au fil des milliers d'années d'évolution qu'ont connu l'être humain et puis de façon plus générale les animaux, heureusement qu'on a eu peur, heureusement qu'on a eu cette capacité à prévenir un danger, à prévoir un danger, à être attentif à l'environnement. Donc le fait d'avoir cette peur nous a permis de survivre, et si on n'avait pas eu de peur, eh ben, certainement que l'être humain peut-être n'existerait pas. Et en tout cas, c'est cette peur qui a permis la survie. Et on ne s'en rend pas forcément bien compte aujourd'hui. Mais cette peur, tous ces mécanismes de peur sont encore très très ancrés dans nos vies, dans nos quotidiens, et ont un impact très fort et j'ai envie de dire très délétère, de façon individuelle mais aussi de façon collective. Si je vous donne quelques exemples, alors des choses un peu faciles, les guerres, les rejets de la différence, alors religion, orientation sexuelle, bon, on arrive assez facilement à voir que derrière il y a des peurs, peur de l'autre, peur d'être envahi, peur de la différence, peur du déclin de la société, peur de perdre un certain statut, pourquoi pas. Également dans les rivalités qu'il existe entre les différents pays. États-Unis, la Chine, l'Europe, la Russie, la Corée, pourquoi pas. Et ben, toujours pareil, derrière il y a ces peurs-là, peur de l'autre, peur de se faire envahir, peur de perdre du pouvoir économique par exemple, il y en a plein d'autres derrière, des peurs, va conduire à une course à l'armement notamment, et qui crée un monde encore plus anxiogène malheureusement, et on voit que ces peurs malheureusement, elles ont tendance à créer un cercle vicieux de la peur. Voilà, la peur va engendrer la peur. Et
donc ça, c'est des domaines où on voit assez facilement que ce sont nos peurs qui dictent ces comportements, mais on le voit également dans la répartition des richesses. Hein, toujours pareil, derrière il y a des peurs, des histoires de pouvoir, il y a des histoires de statut social, d'image de soi. Dans la surproduction globale actuelle qui met en péril notre propre avenir, eh bien, il y a aussi des peurs. Peur de ne pas faire un bon chiffre d'affaires, de perdre des clients, de perdre des parts de marché, de ne pas satisfaire les actionnaires, pourquoi pas, d'être dépassé par la concurrence. Alors du coup, même si le capteur de l'appareil photo du téléphone a déjà des millions de pixels, eh ben, on va encore lui en rajouter quelques millions de plus. Et même si ça ne participe pas à notre mieux-être individuel et collectif, même si ça nécessite d'extraire encore plus de matières premières dans un monde qui est déjà surexploité, et même si l'œil humain n'est pas capable de faire la différence avec les anciennes versions. Et à nouveau, on voit que ces peurs participent à créer un monde à l'avenir incertain, et donc à cultiver encore plus nos peurs. Dans l'éducation, c'est la même chose. Lorsqu'on est dur avec un enfant, pourquoi? C'est parce que derrière, il a des peurs qu'il soit mal éduqué, qu'il soit faible, qu'il ne réussisse pas dans sa vie. Et dans la relation à nous-mêmes et à nos émotions, la même chose, lorsque nous sommes durs vers nous-mêmes, c'est parce qu'il y a des peurs, peur de l'image que l'on peut renvoyer aux autres, peur de se montrer faible ou peur d'échouer. Et je dirais de façon générale, dans toutes les agressivités, dans toutes les incivilités, dans toutes les relations conflictuelles, derrière il y a toujours des peurs de ne pas être respecté, de ne pas être entendu, de se faire écraser, de perdre des avantages, de manquer de quelque chose. Ce ne sont que des peurs, tout ça, qui vont dicter ces mécanismes-là. Et on voit bien que ces peurs, du coup, ont un impact très fort et délétère individuellement et collectivement. Et en plus, je crois que nous pouvons tous nous poser cette question, est-ce que j'ai envie que ma vie soit dictée par mes peurs? Il y a des chances que non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas spécialement envie que ma vie soit dictée par mes peurs, et je pense que vous non plus. Et alors justement, pour se sortir de ces automatismes et de ces peurs, il y a une capacité extraordinaire chez nous, ce qu'on va appeler la conscience. La conscience, c'est cette capacité à réfléchir au sens de ce que l'on va faire, à réfléchir à l'impact de ce que l'on va faire. Alors, on est bien d'accord, c'est une capacité qui est très sous-utilisée, j'ai envie de dire, c'est un muscle, entre guillemets, qu'on n'utilise pas beaucoup, donc on n'est pas très performant collectivement pour l'utiliser. C'est une question d'habitude, en fait, hein. On a cette capacité, mais on ne s'en sert pas beaucoup. Mais d'ailleurs, si derrière chacune de nos actions, on s'entraînait à mettre un petit peu de conscience, à réfléchir à nos décisions, voilà, à nos actions, à nos pensées, se poser la question, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment utile pour moi ou pour la vie que je veux mener? Est-ce que ça respecte mes besoins importants? Et d'ailleurs, quels sont ces besoins importants? Quels sont ces besoins que je dois satisfaire pour avoir une vie épanouie? Mes besoins de santé, d'amour, de partage, de communication, de respect, de lien à la nature, de sens dans ma vie. Et ces besoins-là, est-ce que j'en suis conscient déjà? Et est-ce que j'y consacre autant de temps qu'il le mérite, c'est-à-dire autant de temps que moi je mérite, que ma vie le mérite? Est-ce qu'ils sont des priorités dans ma vie, ces besoins? Et vous verrez que normalement, lorsqu'on se pose la question pour la première fois, on a beau croire que ce sont des besoins, des valeurs importants, finalement on n'y accorde pas tant de pensée, d'énergie que mériteraient ces besoins, ces valeurs. Et donc c'est vraiment la partie consciente de nous, si on l'utilise, qui va permettre de questionner nos besoins fondamentaux, de questionner la vie que nous voulons réellement vivre, et pourquoi pas aussi la vie que nous voulons laisser à nos enfants. Et si l'utilisation de cette partie consciente de nous va nous permettre de nous sortir de nos automatismes inconscients, eh bien j'ai envie de dire que c'est l'amour au sens large, pas l'amour dans le couple, pas le sentiment amoureux, mais l'amour au sens large, qui va donner une direction, qui va donner un sens à notre conscience. Et aimer l'amour, voilà, de façon large, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire ne pas chercher à juger l'autre. Pour ne pas le juger, on va chercher à le comprendre. On va essayer de faire de son mieux, chercher à connaître l'autre, chercher à reconnaître les qualités de l'autre, et également à exprimer de la gratitude pour tout ce qu'on apprécie chez l'autre. Et quand je parle de l'autre, je ne parle pas forcément d'une autre personne, j'ai envie de dire c'est plutôt tous ceux avec quoi nous allons avoir des relations, donc c'est-à-dire des gens, bien entendu, aussi bien proches que lointains, de la famille, des collègues, mais également l'environnement dans lequel on évolue, la nature, et aussi la relation à nous-mêmes. Comment on va pouvoir se traiter? Est-ce qu'on va y mettre cet amour au sens large dans notre relation à nous-mêmes?
Et je vous laisse imaginer comment serait le monde si chacun, dans nos actions, on mettait davantage de conscience et davantage d'amour. Et il ne tient qu'à nous de le faire finalement. C'est simplement vérifier si nos actions, si nos décisions sont en accord avec nos valeurs profondes, sont en accord avec la vie que l'on veut mener, sont en accord avec, pourquoi pas, la vie que l'on voudrait laisser à nos enfants.